commencer, j'avais tendance à tout dire, j'étais très descriptif. Mes livres étaient même qualifiés de gore. En réalité, ils provoquaient presque davantage l'écœurement que la peur. Progressivement, en discutant avec mes lecteurs, je me suis rendu compte que le suspense était plus efficace. Prenez les oiseaux d'Hitchcock. On les voit arriver un par un et entourer le personnage, mais on ne les voit pas attaquer. Tout se joue dans l'attente du spectateur qui essaie d'anticiper ce qui va arriver. C'est une leçon que j'essaie d'appliquer dans mes thrillers en cultivant ce qu'on pourrait distinguer peut-être comme un troisième type de la peur, l'angoisse de ne pas savoir à quoi on a affaire. Imaginez des cris derrière une porte par exemple. Plutôt que d'ouvrir la porte et de décrire la scène, on va rester derrière la porte, fermé avec le personnage qui se demande ce qui se passe. C'est au lecteur de se représenter la situation et c'est bien plus puissant. Songez par exemple au film Alien où le monstre est pendant longtemps simplement suggéré, ce qui décuple notre peur, puisque notre imaginaire se charge d'en faire la représentation la plus terrifiante possible. Et d'ailleurs, certains monstres se révèlent décevants une fois dévoilés. Y a-t-il d'autres éléments à ne pas négliger ? Il y a le décor, l'atmosphère qu'on veut installer, ce qui annonce une menace, comme l'hôtel de Shining chez Stephen King. De mon côté, j'aime jouer avec des éléments davantage liés aux terreurs d'enfance comme la nuit, l'obscurité ou l'isolement, tout ce qui palpite encore chez nous. Et il y a aussi le jeu avec la frustration du lecteur. Il faut lui donner quelques éléments, mais jamais ce qu'il a vraiment envie de savoir, afin de construire une attente, un suspense qui va finir par faire clignoter les signaux du danger et provoquer chez lui une émotion de peur. Vous arrive-t-il de vous effrayer vous-même ? Je traite des sujets durs qui existent réellement, trafic d'organes, esclavage sexuel, etc. Quand je suis dans ma phase de recherche, ce qui est extrêmement détaillé, je me baigne effectivement dans un univers particulièrement atroce, mais à ce moment-là je n'ai pas peur, il se crée une sorte de distance presque scientifique. Je pense souvent aux photographes de guerre qui voient des choses insupportables et doivent réfléchir au meilleur cadrage pour transmettre cette émotion, ou bien au médecin légiste qui est confronté à de l'horreur pure et qui doit analyser la situation avec détachement. J'essaie à mon niveau d'adopter cette perspective. En revanche, il m'est arrivé de me faire peur en me mettant à la place d'un personnage. Dans le manuscrit inachevé, je parle d'une disparition d'enfants. J'ai essayé de m'imaginer perdre mes propres enfants et là, c'était trop. Je ne pouvais plus écrire, j'étais bloqué. J'ai dû m'extraire du scénario et reprendre de la distance. Ma peur vient plutôt de là, de ma propre expérience, de cette sorte de transfert viscéral qui peut s'opérer avec les personnages. Vous imposez-vous des limites ? Une fois qu'on parvient à mettre cette distance, on peut parler de tout. Dantec avait même su évoquer la pédopornographie avec talent dans La Sirène Rouge. En revanche, je pense qu'il ne faut pas générer de malaise gratuit. Je me souviens d'une lectrice enceinte qui m'avait expliqué que les descriptions d'un passage de mon roman La Chambre des Morts mettant en scène une petite fille l'avait vraiment mise mal à l'aise. Ça m'a fait réfléchir, car ce n'est pas le but du roman. Il ne faut absolument pas perdre de vue la notion de plaisir qui va de pair avec cette peur littéraire. C'est un duo curieux mais crucial. On aime se faire peur parce qu'on sait que derrière il y aura un sentiment de plaisir. Si l'on ne tire que du malaise, c'est de la torture. Comment le romancier peut-il encore faire peur avec ses mots dans une époque dominée par l'image ? La force du roman, c'est l'imaginaire du lecteur. Chaque lecteur est capable d'imaginer des mondes qui lui sont propres. A l'inverse, l'écran impose des images que le spectateur subit. Le roman, lui, a cette capacité à s'introduire dans la tête des gens par les mots de manière beaucoup plus subtile et plus lente. Le roman dispose également d'un temps beaucoup plus long qui permet de mettre en place un suspense bien plus intense. Il autorise également à se placer dans la tête même des personnages pour
de Stephen King. Écrivain, mythe vivant de la littérature américaine, le maître de l'horreur et du suspense aligne les chefs-d'œuvre depuis près d'un demi-siècle, parmi lesquels Carrie, La Ligne Verte, Misery, Ça ou encore Salem. Mais son plus grand succès reste Shining. Paru en 1977, roman culte dont il avait écrit un prologue en plusieurs chapitres finalement retiré de la version définitive et jamais publié depuis. 45 ans plus tard, Stephen King a accepté que le 1 des libraires publie l'un de ses chapitres pour un retour exceptionnel à l'hôtel Overlook. Venir ici avait été une erreur, et Lottie Kigallon n'aimait pas reconnaître ses erreurs. Pas question de reconnaître celle-ci, se disait-elle avec détermination en contemplant le plafond qui miroitait au-dessus d'elle. Son mari, depuis 10 jours, dormait à ses côtés. Du sommeil de l'homme sage, auraient dit certains. D'autres, plus honnêtes, auraient appelé ça le sommeil du roi des imbéciles. William Pillsbury, descendant des Pillsbury de Winchester, fils héritier unique de Harold M. Pillsbury, fortune ancienne et confortable. L'édition était leur sujet de conversation préféré, car l'édition était une profession de gentleman, mais parallèlement on trouvait une chaîne d'usines textiles en Nouvelle-Angleterre, une fonderie dans l'Ohio et d'immenses propriétés agricoles dans le sud, coton, agrumes et fruits. Les vieilles fortunes valaient toujours mieux que celles des nouveaux riches, mais dans un cas comme dans l'autre, ils chiaient du fric tous les matins. Si Lottie adressait cette remarque habile, sans doute qu'il blâmerait, peut-être même qu'il s'évanouirait. Ne crains rien, Bill, jamais je ne profanerai le nom des Pillsbury. C'était elle qui avait eu l'idée de passer leur lune de miel à l'hôtel Overlook, dans le Colorado. Et il y avait 2 raisons à cela. Première raison, bien que cet hôtel soit affreusement cher, comme les milliers d'établissements hôteliers, ce n'était pas un endroit hip. Et Lottie n'aimait pas les endroits hip. Où as-tu passé ta lune de miel, Lottie? Oh, dans un merveilleux hôtel du Colorado, l'Overlook. Un lieu charmant, un peu isolé mais tellement romantique. Ses amis, dont la bêtise très souvent pouvait rivaliser avec celle de William Pillsbury, la regarderaient d'un air béat. Lottie avait remis ça. La seconde raison était plus personnelle. Elle avait voulu passer sa lune de miel à l'Overlook parce que Bill voulait aller à Rome. Or, il lui semblait indispensable d'établir certaines choses dès que possible. Pourrait-elle imposer des décisions d'emblée? Dans le cas contraire, combien de temps lui faudrait-il pour mettre son mari au pas? C'était un imbécile, et depuis le bal des débutantes, il la suivait comme un toutou, la langue pendante, mais après lui avoir passé la bague au doigt, serait-il toujours aussi malléable? Lottie eut un petit sourire dans le noir, malgré le manque de sommeil et ses cauchemars récurrents depuis leur arrivée ici. Leur arrivée ici, c'était la phrase clé. Ici, ça ne voulait pas dire l'American Hotel à Rome, mais l'Overlook dans le Colorado. Finalement, elle pourrait le manipuler sans peine, et c'était plus important. Elle l'obligerait à rester encore quelques jours. Au départ, elle avait prévu de rester 3 semaines, mais les cauchemars avaient changé la donne. Après quoi, il pourrait retourner à New York, car c'était là-bas que tout se passait en ce mois d'août 1929. La bourse s'envolait, il n'y avait plus aucune limite, et l'année prochaine, à la même époque, Lottie s'attendait à hériter non pas d'1 ou 2 millions, mais de plusieurs millions de dollars. Certes, quelques poules mouillées affirmaient que le marché allait s'écrouler, mais personne n'avait jamais traité Lottie Kigallon de poule mouillée. Lottie Kigallon Pillsbury. C'est comme ça que je devrais signer mes lettres maintenant, et mes chèques évidemment. Mais au fond de moi, je serai toujours Lottie Kigallon, car jamais je ne le laisserai me toucher, pas à l'intérieur, là où ça compte. Le plus embêtant dans cette première épreuve de force, c'était que Bill se plaisait à l'Overlook tous les matins. Il se levait 2 minutes après l'aube, faisant voler en éclats des bribes de sommeil qu'elle avait réussi à arracher à l'insomnie. Et il contemplait avec enthousiasme le jour naissant, tel une sorte d'hédoniste grec répugnant. Il était parti 2 ou 3 fois en randonnée. Il avait effectué plusieurs promenades à
enthousiasme, là encore. Selon moi, mon chéri, une randonnée devrait toujours être un aller simple. Un aller simple, son large front d'anglo-saxon se plissa et se figea simultanément, comme chaque fois qu'il exprimait sa confusion. Comment peux-tu faire aller sans retour, Lottie, en élant un taxi pour rentrer à la maison quand tu commences à avoir mal aux pieds, répondit-elle froidement. Ce trait d'esprit passa au-dessus de la tête de Bill. Il partit donc sans elle et revint rayonnant. Cet abruti avait pris des couleurs. Mais leur soirée bridge dans la salle de jeu du rez-de-chaussée ne procurait à Lottie aucun plaisir, ce qui lui ressemblait pas. Lottie était une sorte de chacal à ce jeu, et si la décence n'avait pas interdit à une femme de jouer de l'argent avec des hommes, elle n'aurait pu porter une dot en liquide à son mariage, ce qu'elle n'aurait pas fait bien évidemment. Bill était un bon partenaire au bridge. Par ailleurs, il possédait les deux qualités nécessaires. Il maîtrisait les règles essentielles et se laissait dominer par Lottie. Par conséquent, que son nouveau mari tienne le rôle du mort durant la plupart de leurs soirées bridge lui apparaissait comme un juste retour des choses. Leurs partenaires de jeu à l'Overlook étaient les Gobson, parfois les Verreger, plus fréquemment. Verreger était un chirurgien septuagénaire qui avait pris sa retraite à la suite d'une crise cardiaque presque fatale. Son épouse souriait beaucoup et parlait tout bas. Ses yeux ressemblaient à des pièces de 50 cents brillantes. Il avait un niveau passable, ce qui ne les empêchait pas de battre Lottie et Bill à tous les coups. Les rares fois où les hommes jouaient contre les femmes, ils finissaient par les battre à plat de couture. Lottie et Malvina Verger. Lorsqu'ils jouaient contre Bill et Malvina, Lottie et le docteur Verger gagnaient généralement sans se retirer la moindre satisfaction, car Bill était un imbécile et aux yeux de Malvina, le bridge n'était rien d'autre qu'un instrument social. 2 soirs plus tôt, lorsque le médecin et son épouse avaient annoncé 4 trèfles en toute irrégularité, Lottie avait froissé les cartes dans sa main, victime d'un excès de colère qui ne lui ressemblait pas. Habituellement, elle savait contrôler ses émotions. Tu aurais pu ouvrir à pic au 3e pli, s'emporta-t-elle contre Bill. Ça ne serait pas allé plus loin. Ma chérie, bredouilla Bill, je croyais que tu étais peu fournie en pique. Dans ce cas, je n'en aurais pas annoncé 2 si. Je ne sais pas pourquoi je continuais à jouer avec toi. Les Verger les regardaient d'un air un peu surpris. Plus tard ce soir-là, Madame Verger, la femme aux yeux brillants, comme des pièces de 5 cents, confiait à son mari qu'elle les prenait jusqu'alors pour un joli couple très amoureux. Mais lorsque Lottie avait froissé les cartes de cette façon, elle avait eu l'air d'une vraie mégère. Bill la regarda bouche bée. « Je suis sincèrement désolé, dit Lottie, en reprenant les rênes de son self-control pour tirer dessus d'un petit coup sec. Je ne suis pas dans mon assiette, je dors mal. Quel dommage, dit le médecin. D'habitude, l'air de la montagne. Nous sommes presque à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, figurez-vous. C'est propice au repos. Il y a moins d'oxygène et le corps ne... Je fais de mauvais rêves. La coupa Lottie. Le coupa Lottie. En fait, et plus que des mauvais rêves, des cauchemars. Pourtant, elle n'en avait pas fait beaucoup. Ce qui indiquait certaines choses dégoûtantes et freudiennes sur son psychisme, certainement. Même quand elle était enfant. Oh, bien sûr, elle avait fait quelques rêves banals dans l'ensemble. Le seul qui pouvait s'apparenter à un cauchemar et dont elle se souvenait, c'était celui dans lequel elle faisait un discours devant toute l'école pour son prix de bonne citoyenne. En baissant les yeux, elle s'apercevait qu'elle avait oublié de mettre sa robe. Plus tard, quelqu'un lui avait appris que tout le monde, ou presque, faisait ce genre de rêve, à un moment ou à un autre. Le rêve qu'elle faisait à l'Overlook était bien plus affreux. Les rêves qu'elle faisait à l'Overlook étaient bien plus affreux. Il ne s'agissait pas d'un rêve ou deux qui se répétaient avec des variations. Ils étaient tous singuliers. Seul le décor restait identique. Dans chaque rêve, elle arpentait une partie différente de l'hôtel. Et chaque fois, elle avait conscience de rêver. Elle savait qu'une chose terrible, effrayante, allait lui arriver au cours de ce rêve. Il y avait là un aspect inéluctable
cauchemar, elle courait vers l'ascenseur, car elle était en retard pour le dîner, tellement en retard que Bill était déjà descendu, furieux. Elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, qui arrive aussitôt, vide, à l'exception du liftier. Elle songe que c'est étrange, mais trop tard. À l'heure des repas, l'ascenseur est toujours bondé, bien que ce stupide hôtel soit à moitié rempli seulement. L'ascenseur possède une capacité ridiculement limitée. Son malaise s'accroît lorsque l'ascenseur descend et continue à descendre beaucoup trop longtemps. Il aurait déjà dû atteindre le hall ou même le sous-sol maintenant. Pourtant, le liftier n'ouvre pas la porte et la sensation de mouvement descendant se poursuit. Habitée par un mélange d'indignation et de panique, elle tapote sur l'épaule de l'homme, découvrant alors, trop tard là encore, que son corps est spongieux, bizarre, comme un épouvantail bourré de paille moisie. Et quand il tourne la tête pour lui adresser un grand sourire, elle découvre que l'ascenseur est conduit par un cadavre au teint verdâtre, aux yeux enfoncés et aux cheveux desséchés sous sa casquette. Ses doigts, refermés autour du levier, ne sont plus que des os. Alors qu'elle remplit ses poumons d'air pour hurler, le cadavre abaisse le levier et s'annonce « Votre étage, madame », d'une voix rauque, désincarnée. La porte s'ouvre en grand, dévoilant les flammes, des poteaux de basalte et la puanteur du soufre. Le liftier la conduit en enfer. Dans un autre rêve, elle se trouve sur le terrain de jeu en fin d'après-midi, dans une lumière étrangement dorée, alors que des nuages d'orage noircissent dans le ciel. Des filaments de pluie dansent entre deux des sommets dentelés plus à l'ouest. On dirait un paysage à la Bruegel, je sais pas. Un moment d'ensoleillement et de basse pression. Lottie sent une présence derrière
Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce une de ces pensées sans queue ni tête qui nous traversent l'esprit, parfois dans le rêve du charabia? Évidemment, il y a sans doute une chaudière au sous-sol ou quelque part pour chauffer l'hôtel. Même les lieux de villégiature estivale n'avaient besoin d'une chaudière, non? Ne serait-ce pour fournir de l'eau chaude. Mais une chaudière pouvait-elle ramper? Il fallait garder un œil sur la chaudière. Cela ressemblait à ces devinettes loufoques. Quelle est la différence entre un canard? Quand un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Qu'est-ce qu'une chaudière qui rampe vers vous? C'est comme les taupières peut-être. Dans un de ces cauchemars, les taupières rampaient et cette lance à incendie que faisait-elle? Elle ondulait. Un frisson glacé la parcourut. Ce n'était pas bon de ressasser les rêves dans le noir. Ça risquait de vous perturber. Mieux valait penser aux choses que vous alliez faire en rentrant à New York, à la manière dont vous alliez convaincre Bill qu'avoir un bébé était une mauvaise idée dans l'immédiat, tant qu'il n'était pas solidement installé dans un fauteuil de fils précisant que son père lui avait offert en guise d'un cadeau de mariage. Elle va ramper vers vous, et comment vous alliez l'inciter à rapporter du travail à la maison pour qu'il s'habitue à l'idée que vous alliez vous y investir énormément? Ou est-ce que c'est tout l'hôtel qui rampait? Quelle était la réponse? Je serai une bonne épouse, songeait Lottie dans un état d'exaltation. Elle s'organisera comme on l'a toujours fait au bridge. Il connaît les règles du jeu, il sait qu'il doit me laisser les rênes. Oui, ce sera comme au bridge exactement pareil, et même si on ne sait pas mieux, ce n'est pas au mieux de notre forme ici. Ça ne veut rien dire, c'est à cause de l'hôtel, des rêves. Une fois catégorique, oui c'est ça, c'est cet endroit, il rampe. Oh merde, murmura Lottie qui galonne dans le noir. Elle était consternée de voir combien elle était à cran, à l'instar des nuits précédentes. Elle ne se rendormirait pas maintenant, elle resterait allongée là dans ce lit jusqu'à ce que le soleil se lève, et alors elle éprouverait un sentiment désagréable pendant 1 heure environ. Fumer au lit était une mauvaise habitude, une horrible habitude, mais depuis quelque temps, elle déposait des cigarettes dans un cendrier à côté du lit, par terre, en prévision des cauchemars. Parfois, ça la calmait. Au moment où elle se penchait pour prendre le cendrier, une pensée la frappa comme une révélation. Cet endroit rampe, comme s'il était vivant. C'est alors que la main invisible sortit de sous le lit pour agripper son poignet fermement, dans un geste presque lubrique. Un doigt rêche, comme de toile, gratta sa paume de manière suggestive. Il y avait quelque chose sous le lit. Pendant tout ce temps, Elodie se mit à hurler. Elle hurla en avoir la gorge en feu, à vif, les yeux exorbités. À côté d'elle, Bill était réveillé, livide de terreur. Quand il alluma la lampe de chevet, Lottie bondit hors du lit, courut se réfugier dans le coin le plus reculé de la chambre, en chien de fusil, le pouce dans la bouche. Bill et le docteur Verker s'efforcèrent l'un et l'autre de comprendre ce qui n'allait pas. Elle leur expliqua, mais elle avait gardé son pouce dans la bouche, et il leur fallut un certain temps pour saisir ce qu'elle disait. Il rampait sous le lit. Il rampait sous le lit. Bien qu'ils aient retourné le couvre-lit, et bien que Bill ait soulevé le lit par des pieds pour lui montrer qu'il n'y avait rien dessous, pas même un troupeau de moutons, Lottie refusa de quitter le coin de la chambre. Lorsque le soleil se leva, elle y consentit enfin, et elle ôta son pouce de sa bouche, mais elle demeura à l'écart du lit. Elle observait Pillsbury, j'inverse tout, de derrière son visage, d'une blancheur de clown. On rentre à New York, déclara-t-elle, dès ce matin. Oui, bien sûr, marmonna Bill, bien sûr, ma chérie. Le père de Pillsbury succomba à une crise cardiaque 15 jours après, le crash boursier. Bill et Lottie ne parvinrent pas à sauver la société du naufrage. La situation empira. Au cours des années qui suivirent, elle repensa souvent à leur lune de miel à l'hôtel Overlook, au cauchemar, à cette main de toile qui était sortie de sous le lit pour dresser la sienne. Elle repensait à tout ça de plus en plus souvent. Finalement,
se suicida